Dès que c'est lancé, vas-y. Bonjour à tous, bienvenue à la réunion publique avec la présence de Charles-Henri Gallois. L'UPR Meurthe-et-Moselle est ravi d'accueillir un membre d'UBN et responsable national des questions économiques à l'UPR, à Nancy pour une réunion publique. Et donc l'idée, ce sera plus aussi, tu développeras juste après Charles-Henri, ce sera plus un peu justement pour parler dans les élections européennes, que faire, quoi voter. Nous on a un peu une idée, mais Charles-Henri développera sur ça. Donc voilà, après un petit mot rapide sur la délégation du l'UPR Meurthe-et-Moselle. Il reste un mois avant les élections en gros. Donc on va monter comme pas mal de délégations sur Paris pour le 1er mai pour manifester avec l'UPR à Paris. Et évidemment on va continuer tout ce qui est un peu tractage les dimanches sur les marchés pour aller à la rencontre des citoyens qui, hélas, les élections européennes, ça ne les intéresse pas énormément, donc il faut les intéresser aussi par rapport à ça. Sur ce, je laisse la parole à Charles-Henri et je vous souhaite une bonne réunion publique. Merci. Parle un peu plus fort. C'est une excellente transition en tout cas parce que justement on parle des élections européennes. Les élections européennes, comme vous le savez, c'est une élection qui intéresse à peu près partout à travers l'Europe, puisque grosso modo, on a à peu près en général 60% d'abstention des élections européennes en France, et dans des pays, notamment d'ailleurs les pays de l'Est, on nous dit qu'ils sont fous des valeurs européennes et qui veulent rentrer dans l'Union européenne à tout prix. L'abstention aux élections européennes dans les pays de l'Est, c'est de l'ordre souvent de 80%, donc on voit bien que l'intérêt principal de rentrer dans l'Union européenne pour ces pays, ce sont les fonds européens avant une quelconque valeur européenne. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire personnellement les valeurs européennes. L'idée de ces élections, effectivement, les intéresse peu pour plusieurs raisons. Je pense que les citoyens, dans leur majorité, et là nous, on ne va pas raconter de salade aux Français contrairement aux autres, les citoyens savent que le Parlement européen et explique tous les traités de libre-échange qui sont signés. Je vais citer des traités récents. Le CETA, d'ailleurs, il n'y a que 5 pays au niveau des... Vous savez qu'il y a 28 pays, des parlementaires de 28 pays différents. Il n'y a que 5 pays où les parlementaires ont voté contre le CETA. Bon, ça veut dire que les 23 autres étaient pour. Parenthèse. C'est pour ça qu'il y a eu l'accord de libre-échange avec le Japon, le JEFTA, avec le Mercosur aussi qui ravage toute l'agriculture et surtout l'élevage. Et c'est pour ça que vous avez peut-être suivi récemment, il y a quelques semaines, il y a la réouverture des négociations pour le traité transatlantique. Il y a un seul pays qui s'est opposé, c'est la France. Le Parlement européen, là-dedans, il n'y a pas son mot à dire. Donc je lui dis, dans le cadre de ces traités-là, c'est pas seulement le Parlement européen qui doit être d'accord, c'est que si vous voulez changer ces traités-là, et je pourrais lui citer des dizaines d'autres articles, il faut l'unanimité des 28 États membres. Allez dire à l'Allemagne, aux pays nordiques ou aux pays de l'Est qui sont à fond pour le libre-échange, allez leur dire, allez les convaincre de changer ces articles. Ça n'arrivera absolument jamais. Et tout le débat dans ce sens-là, c'était pas vraiment un débat, c'est que c'était une suite d'interventions de 5 minutes, était aussi surréaliste, parce que finalement il niait les réalités, et il continuait son discours qui est complètement irréaliste et qui ne passera jamais. Et donc, fondamentalement, nous on va pas vous mentir, on va pas dire comme lui, que si demain on a une majorité d'élus UPR, il faut savoir que les députés français, c'est 10% des députés au Parlement européen. Nous on va pas vous dire sur une majorité de députés UPR, on va tout changer, vous aurez une autre... Non, c'est vrai que le Parlement européen, il ne faut pas raconter des salades aux gens, il a peu de pouvoir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les élections européennes sont inintéressantes, puisqu'il y a une dimension politique derrière. Qui dit dimension politique, vous savez qu'il y a 3 choix, grosso modo, pour des élections européennes. Le premier, comme grosso modo 60% des Français la dernière fois, c'est de s'abstenir. Il y a certains partis qui appellent à ça, j'ai vu le PRCF, j'ai vu même le roi de Morocco qui appelle à l'abstention. Mais sauf que si vous vous abstenez, ça va changer quoi? Grosso modo, ça ne changera absolument rien. Comme je vous l'ai dit, il y avait 60% la dernière fois, il peut y avoir 70 ou 80% comme dans les pays de l'Est. Il y aura une petite larme sur les plateaux télé le soir des élections pour dire ah, quand même, c'est regrettable pour la démocratie, il y a peu de participation.
mais le lendemain, le surlendemain, dans une semaine, tout le monde n'en a rien à faire. Et ceux qui vont être élus au Parlement européen vont pas se dire je vais faire une autre politique parce que grosso modo, j'ai pas une grande légitimité. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui est président de la République, il a eu 18% des inscrits au premier tour. Est-ce que vous voyez qu'il est en train de se dire oh non, j'ai peu de légitimité, donc je vais y aller mollo dans les réformes, parce que finalement, mon appui dans le pays, il n'est pas si fort que ça. Pas du tout. Lui, il continue, il y a des élections, j'ai été élu, donc j'y vais. Donc en gros, si vous vous abstenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire voter Emmanuel Macron. Comme vous voyez que dans les sondages, il est en tête. Si vous vous abstenez, et si en gros la France qui est mécontente s'abstient, ça veut dire qu'on donne un blanc-seing à Emmanuel Macron pour dire je continue ma politique, puisque s'il est, comme le donnent les sondages, même s'il n'est pas premier, s'il est à 22-23%, on pourrait dire c'est quasiment ce que j'avais au premier tour de la présidentielle. Finalement, pour un parti au pouvoir, c'est pas si mal, et il sera complètement conforté là-dedans. Il y a un autre choix possible de vote, c'est le même type de vote, et d'ailleurs que propose également la République En Marche, comme on vous explique depuis 40 ans, c'est de dire on va changer l'Europe. Ça ne mange pas de pain de le dire. Comme j'ai dit, il faut l'unanimité pour changer l'Europe, ça implique de changer les traités, et il faut l'unanimité des 28 pour changer une ligne des traités. Si vous voulez faire une Europe sociale, par exemple, ça implique encore une fois que les pays de l'Est, l'Allemagne qui a fait ses réformes, les pays nordiques, les Pays-Bas, pays très libéral aussi, acceptent de changer les traités dans le sens d'une Europe sociale. Mettons, on va faire un SMIC européen, comme on nous. Sauf que le SMIC en Bulgarie, il est de 260 € par mois, il est de 2000 € au Luxembourg. Intéressant de nous dire à quel niveau on va mettre le SMIC. 600, 700 €, 890 €. Oui, donc dans tous les cas, de toute façon, ça serait moins 10 ans pour la France. Donc c'était pas souhaitable, et de toute façon, ça n'arrivera jamais, puisque si les pays de l'Est, qui sont à 200, 300 € de SMIC par mois, vous les montez à 800 €, le pays fait faillite, puisque c'est justement leur spécificité, leur avantage économique, c'est d'avoir des salariés bon marché pour attirer les délocalisations, entre autres, du reste de l'Europe. Ça n'arrivera jamais, vous n'aurez jamais l'unanimité. Encore une fois, changer de c'est pas à voir, il y en a qui disent le Rassemblement National ou la FI, on peut avoir des alliés, la LFI c'est en Espagne, au Portugal, ils connaissent très mal la politique de ces pays-là, parce qu'ils ne sont pas du tout eurosceptiques. Et le FNI, j'ai des alliés en Italie, en Hongrie, allez dire à la Hongrie de changer la directive sur les travailleurs détachés. À la Pologne, allez dire à la Pologne d'aller changer la directive sur les travailleurs détachés, ou de changer les traités dans le sens d'une Europe plus sociale. Ils diront évidemment non, donc l'Europe sociale, vous ne l'aurez pas. L'Europe écologique, j'en parlais, ça implique de revenir sur le libre-échange. C'est la même chose, vous allez avoir les pays de l'Est, l'Allemagne, etc., qui ne voudront pas. Vous pouvez dire, je vais faire l'Europe sociale, l'Europe des travailleurs, c'est la même chose, ça c'est la soupe que va vous vendre l'extrême gauche. Évidemment, le problème, ce n'est pas le cas de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne doit vous protéger. C'est la même chose, dans des pays, la notion même de service public n'existe pas dans la plupart des pays européens. Donc finalement, ça n'arrivera là aussi jamais. Il y en a qui vont vous vendre l'Europe des nations, ça veut faire l'Europe des nations, finalement on n'a même pas besoin de faire l'Europe, c'est de la coopération internationale, et pour ce faire, ça implique là aussi de toute façon de se libérer de l'Union européenne et de l'euro, puisque vous ne changerez pas les traités, là aussi il faut l'unanimité pour revenir en arrière. Donc tous les bonimenteurs qui depuis 35 ou 40 ans vous promettent une autre Europe et continuent à chaque élection européenne de le faire, on peut aller grosso modo d'ailleurs une liste commune LO-NPA propose une autre Europe. Vous aurez ensuite la France Insoumise qui vont vous dire il faut sortir des traités mais on va rester dans l'Union Européenne. Alors là, il faudrait nous expliquer comment on fait. À chaque fois ils ont un peu de mal, ils ne savent même pas eux-mêmes comment il faut faire. Vous avez ensuite UDI, alors il faut voir si l'UDI va y aller au final. Vous avez la République En Marche, les Républicains, DLF, le Rassemblement National, grosso modo, ils proposent absolument tous une autre Europe. Et à quoi ça sert de voter pour ces partis qui vous proposent une autre Europe, qui sont d'ailleurs, pour la plupart, depuis
40 ans au Parlement européen. C'est le cas des Républicains, c'est le cas du Parti Socialiste, qui sont là depuis 40 ans au Parlement européen. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement sur vos vies ou sur le fonctionnement de l'Europe? Absolument pas. Donc à quoi ça sert de revoter pour ces gens-là? Les Verts, c'est pareil, c'était pas Europe Écologie Les Verts, mais il y a des écologistes au Parlement européen depuis 40 ans. L'Union européenne fait une politique anti-écologiste s'il en est. Ça n'a absolument rien changé, mais ils continuent à revenir vers vous en disant on va aller aux élections européennes, on va avoir une majorité, on va changer l'Europe. C'est se moquer du monde et voter pour eux ne servira absolument à rien. C'est la même chose pour la France Insoumise, c'était le parti de gauche avant ou le Rassemblement National. Ça fait 35 ans qu'ils sont au Parlement européen. Est-ce que vous avez déjà entendu des parlementaires de la France Insoumise ou du Rassemblement National? On ne sortira jamais de l'Union européenne, on ne se libérera jamais de l'Union européenne et de l'euro si on propose de le faire sous un angle de droite ou sous un angle de gauche. Monsieur Marlin des Républicains, mais il était bien seul et tous les autres partis, et soi-disant les partis qui sont le plus d'opposition comme la RN et le FI, bizarrement, ils n'ont pas lancé la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Ça devrait parler un petit peu d'ailleurs aux Gilets jaunes. Je vais d'ailleurs passer un petit peu sur les Gilets jaunes. Vous savez que là, on est un samedi, donc c'est l'acte 24 des Gilets jaunes. Ça fait maintenant 5 semaines. Au niveau de l'actualité, vous avez peut-être tous vu l'allocution d'Emmanuel... 5 mois, pardon. Vous avez tous vu le discours d'Emmanuel Macron qui est absolument pathétique ce jeudi. En substance, il nous a dit oui, je vous ai compris, mais mon cap est le bon et je continuerai. Grosso modo, il n'a pris aucune mesure que proposent les Gilets jaunes. Dans ces mesures, il y a quoi? J'en ai parlé au débat, il y a 4 mesures phares chez les Gilets jaunes et c'est pas étonnant qu'ils ne les aient pas proposées, tout simplement parce qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre dans le cadre de l'Union européenne. Vous aviez évidemment le RIC en toute matière, qui est la revendication numéro 1 des Gilets jaunes. Vous avez grosso modo le rétablissement de l'ISF, l'augmentation du SMIC, et la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Quand vous prenez le RIC en toute matière, il est évident que dans le cadre de l'Union européenne, c'est complètement inapplicable. Pourquoi? Déjà, comme j'ai dit, il y a le cadre des traités européens, c'est pas moi qui le dis, Jean-Claude Juncker, ministre sciatique, lui avait dit il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Il avait raison, puisque effectivement, comme on est dans le cadre des traités européens, vous avez la plupart des mesures, d'ailleurs quand on prend les programmes présidentiels, les candidats à l'élection présidentielle, il y a les 3/4 des mesures qui sont inapplicables dans le cadre des traités européens. Et quand vous regardez les domaines de compétences de façon de l'Union européenne, vous avez par exemple la politique commerciale, c'est le domaine exclusif de l'Union européenne. C'est un commissaire non élu qui négocie pour tous les pays, et la France n'a pas de droit de regard sur les négociations, elle ne peut que avaliser ou non à la fin le traité qui est passé. Vous avez aussi le domaine exclusif pour ce qui est de l'union douanière, la politique de la concurrence, les labels. Par exemple, vous ne pouvez pas créer un label sans que ça soit validé par l'Union européenne, comme l'origine France. Vous avez la pêche, vous avez d'autres domaines. Et vous avez plein de domaines qui sont en compétences partagées. En compétences partagées, ça veut bien dire que vous négociez plus seul, vous décidez plus seul. C'est le cas notamment de la politique économique et de la politique économique et sociale, entre autres dans le cadre justement de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Vous avez ce qu'on appelle les GOPE, les grandes orientations des politiques économiques, c'est l'article 121 du TFUE, et ça, grosso modo, ça définit toute la feuille de route de la politique économique et sociale de la France. Donc si elle est déjà définie, vous ne pouvez pas avoir un RIC en toute matière, puisque vous allez arriver, mettons un RIC par exemple justement sur l'augmentation du SMIC. Et justement tout le programme d'investissement public, ils ont limité justement la création du revenu universel à un nombre de gens qui était beaucoup plus réduit. Et pour ce qui est des départs anticipés à la retraite, là aussi, ils ont réduit comme peau de chagrin dans une période de temps très réduite ceux qui pouvaient y avoir droit. Donc en gros, tout le programme de mesures ambitieuses qu'ils avaient, ils ont dû le revoir parce que ce n'était pas compatible avec les GOPE qui exigent des mesures justement, entre autres, d'austérité. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces GOPE pour la France chaque année? C'est la novlangue bruxelloise, vous avez que le salaire minimum doit augmenter au même rythme que celui pour ne pas mettre en danger la compétitivité. C'est de la novlangue bruxelloise, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut geler ou voire réduire si possible le SMIC. Mais politiquement, on sait qu'on ne peut pas le réduire, donc grosso modo, c'est un gel. Quand on dit gel,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'augmentation du SMIC, ça veut dire qu'il y a une augmentation au minimum légal. Le minimum légal, c'est quoi? C'est que vous avez un comité d'experts qui définit un panier moyen de taux d'inflation, c'est-à-dire que le SMIC ne peut pas augmenter plus vite que l'inflation. Donc c'est ça le gel. C'est pas une invention de notre part, puisque quand vous regardez le programme national de réforme en France, c'est le programme budgétaire d'Emmanuel Macron, mais ça expliquait que cette mesure a été prise pour répondre justement aux demandes et aux recommandations de l'Union européenne. Donc vous n'aurez pas de rétablissement de l'ISF si vous restez dans l'Union européenne. Et pour ce qui est de la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, c'est encore plus clair, puisque vous avez une directive européenne qui date de novembre 2007. Une démocratie, même si le Parlement européen était par miracle démocratique, puisque le pouvoir du peuple, ça implique l'euro et l'OTAN. On ne pourra pas le faire, mais néanmoins, on a pris cet engagement pour ces élections pour que vous votiez pour des parlementaires UPR. La socialisation des pertes. Et donc, pour tout ce qui est bien-être animal, transparence financière, ils ne sont pas du tout embêtés, c'est pas médiatisé en France. Nous, on mettra ça sur la place publique, justement, grâce à notre... après, par exemple, un vote qui aurait lieu au Parlement européen, et dans les bureaux du Parlement européen, et justement, ça peut être l'assistant ou quelqu'un du PRTV qui filmera l'explication du député de tout ce qui se passe au Parlement européen. Ce que vous voyez d'ailleurs nulle part ailleurs, parce que les autres ne le font pas du tout. En gros, vous savez qu'à Bruxelles, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de lobbyistes avec Washington. C'est très pratique, d'ailleurs, comme il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie européenne, ils n'ont pas vraiment de compte à rendre, ces gens-là, quand ils reviennent, personne ne leur dit vous allez voter telle ou telle loi au Parlement européen. C'est une énorme nébuleuse qui intéresse très peu les Français, je l'ai dit, et malheureusement ça devrait intéresser les Français, puisque toutes les grandes décisions, et selon les estimations, vous avez 60, 70, 80% de nos lois qui viennent directement de l'Union européenne. Donc ça devrait intéresser les gens, puisque c'est ce qui va les impacter après quotidiennement, et nous, justement, on se chargera de les informer de ce qui se passe et les méfaits de l'Union européenne sur leur vie quotidienne. Donc c'est aussi à ça que servira UPR-TV, et nous, on s'engage en tout cas à le faire. Oui. Bonjour. Vous auriez la possibilité de former des alliances au Parlement européen? Alors pour le moment, ce qu'on dit, on n'a pas travaillé d'alliance pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas qui va être élu pour le moment. Mais il est clair que ça va pas être un scoop, on va pas être dans le groupe ALDE de monsieur Guy Verhofstadt et qui va très vraisemblablement accueillir Emmanuel Macron. D'ailleurs, ce groupe qui a été financé par des grands lobbies au Parlement européen. Le plus probable, c'est que, d'ailleurs j'aime pas le terme, c'est qu'on soit dans un groupe dit eurosceptique. Moi j'aime pas le terme d'eurosceptique, parce que ça veut dire quand je pense on douterait, ou d'europhobe, on aurait une phobie. Pour moi, on ne doute pas, on sait ce qu'est l'Union européenne, on n'en a pas peur, on sait qu'elle est néfaste, on sait qu'elle n'est pas réformable, et donc on veut s'en libérer. Et donc pour moi, on n'est pas eurosceptique ou europhobe, on est eurolucide. Donc on va siéger dans un groupe eurolucide avec d'autres parlementaires eurolucides d'autres pays européens, et les alliances se feront très facilement, puisque tous les eurodéputés de chaque pays ont intérêt justement à être dans un groupe parlementaire, puisque ça confère surtout un temps de parole additionnel, et ça confère aussi des moyens additionnels pour les élus. Donc vous voyez grosso modo, à chaque fois vous avez beaucoup de groupes parlementaires européens, et ça se fait assez bien. Oui, je crois que pour être remboursé des frais de campagne, il faut faire 3%, je pense, aux élections. Exactement. Et avec 3%, il y aurait combien de députés de l'UPR aux Unions européennes? Alors ça dépend combien de listes passent les 5%, puisque c'est en gros les sièges sont répartis entre toutes les listes qui passent les 5%, donc c'est-à-dire ceux qui font plus de 5%, les votes quelque part ne sont pas pris en compte dans la répartition des sièges. Et selon les calculs et les projections, quand on fait plus de 5%, ça fait minimum 4 ou 5 députés. Avant c'était 3, mais comme on est passé de 71 à 79 députés, même si vous savez que le Royaume-Uni n'est pas encore sorti, il va y avoir des députés qui vont être gelés, pas de la cryothérapie, gelés, et ils rentreront au Parlement européen, ces députés-là,
quand le Royaume-Uni sera sorti. Mais sur le principe, à plus de 5%, il y a 4 ou 5 élus, il peut même y en avoir plus, il y a peu de listes qui passent les 5%. Ce qui vraisemblablement sera le cas en France. Et ça dépend encore une fois des pays. En France, il a été décidé arbitrairement d'avoir ce seuil de 5%, mais par exemple en Espagne, c'est la proportionnelle intégrale. Donc en Espagne, vous avez 1% des voix, vous avez déjà un député. Ça dépend vraiment des pays, mais pas la même règle pour tout le monde. C'est des lois nationales. De la même manière que d'ailleurs, en France, avant, vous aviez des listes régionales et on repasse aux listes nationales. Ça, c'est la décision du pays. Il y en a qui font des grandes circonscriptions, il y en a qui font des circonscriptions nationales. Ça, c'est au choix de chaque pays. Oui, il y a une question. Oui. Est-ce qu'il est prévu d'avoir des candidats surprises, entre guillemets, qui risquent de fédérer autour d'eux de nouvelles voix pour l'UPR? Bon, déjà, s'il y en avait pour le moment, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, il faut savoir qu'on essaye et on a essayé d'avoir des personnalités de la société civile et des ralliements extérieurs, mais c'est parfois difficile parce que vous savez, quand c'est des gens de la société civile, ils sont assez réticents à s'engager en politique. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye. On n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises et d'en avoir, mais c'est quelque chose qui est relativement difficile, puisqu'en France, traditionnellement, ce qu'on appelle les intellectuels s'engagent très peu. C'est plus le cas dans d'autres pays. Ouais. Oui, sauf pour BHL. Bah, BHL n'a jamais été sur la liste, et d'une part, ce n'est pas intellectuel, d'autre part. Ça n'a jamais été beaucoup quand même. Oui, alors, l'idée, parce que pour faire connaître un parti, c'est vrai, quand il y a des gens connus comme ça, comme disait monsieur, mais il faudrait peut-être chercher parmi les, vous avez sans doute pensé, parmi ceux qui sont en retraite, justement ceux qui n'ont plus rien à perdre, vous comprenez? Oui, on le fait aussi, mais effectivement, même s'ils sont à la retraite, on en parle des intellectuels, il y en a qui vendent des livres ou autres, et ils ne veulent pas forcément se brouiller avec telle ou telle parcelle, et souvent leur public est plus large qu'un seul parti politique. Donc malheureusement, c'est compliqué en France. Et pour moi, par rapport, on compare souvent au Royaume-Uni, les gens disent, regardez, le Royaume-Uni a fait le Brexit. C'est vrai, c'est très bien. Mais la grande différence, je pense, pour la France, c'est encore plus dur qu'au Royaume-Uni de faire le Frexit. Pour la simple raison, au Royaume-Uni, déjà, la BBC est très pro-Remain et était scandaleuse, mais vous avez grosso modo quasiment autant de médias, même s'il y en a un peu plus pour le Remain, mais il y en a quasiment autant qui sont pour le Brexit. Si vous aviez demain un référendum en France sur le Frexit, c'est pas compliqué, vous aurez 100% des médias qui seraient contre. Donc il y a une propagande en France qui est immense, que vous n'avez pas par exemple au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, vous avez beaucoup plus de personnalités de la société civile et d'intellectuels qui ont le courage de s'engager et d'aller sur des listes, ce qui est beaucoup moins le cas en France, et forcément ça aide aussi à convaincre l'opinion. Regardez, en France, c'est très très rare. Oui, Maxime. Tu évoquais à l'instant la censure des médias et la difficulté que les partis dits eurosceptiques ou lycées, puisque tu pourrais pas ce terme, ont à s'exprimer dans ces médias et à transmettre leur discours. Récemment, il y a un nouveau phénomène qui est apparu pour tous les adhérents du PR qui sont là depuis des années et qui se battent avec les journalistes pour avoir une petite tribune. Il se trouve que François Asselineau a été invité sur plusieurs médias. Comment tu arrives à expliquer ce phénomène? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au sein de l'UPR pour débloquer les médias? Est-ce qu'il y a une différence de perception des journalistes à notre égard? Et surtout, est-ce que ce phénomène va durer dans le temps, au-delà de la campagne des élections européennes? Et est-ce qu'il y a des rapprochements qui sont faits avec certains journalistes pour que ces invitations soient multipliées? Alors, une question, nous, les rapprochements, on les tente, mais grosso modo, il n'y a pas tant d'ouverture que ça, dans la mesure, si on regarde, depuis l'élection présidentielle, le soir au premier tour, on n'avait plus de médias, on avait le TLIS qui présentait le plus de candidats à l'élection législative, on a eu 0 heure, 0 minute, 0 seconde dans les médias, et grosso modo, pendant les 2 ans, là, jusqu'à l'élection européenne qui approche, si ce n'est Sud Radio, qui pour le coup fait son travail, et un média qui fait vraiment un travail de pluralisme, ou RT France, on a été invité nulle part. Là, il y a juste eu l'invitation pour le moment sur France 2, sur décision du tribunal, sinon ils ne nous auraient pas invités. Sinon, on n'a pas été invité ni sur LCI,
ni sur CNews, et grosso modo, depuis ce débat, on n'a pas été invité. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de gros déblocage. Les médias, ils font le strict minimum. Il y a le CSA qui a quelque part tapé sur les doigts justement de l'audiovisuel public pour nous inviter. Donc on a eu quelques passages, on a eu des mecs, on a eu un France Inter à 6h40 du matin. Donc s'ils pouvaient faire à 3h du matin, je pense qu'ils l'auraient fait. On a eu quelques passages sur les France Bleu locaux là, pour les meetings, mais c'est pas du tout la couverture auquel on aurait le droit si toutes les règles du CSA étaient appliquées, puisque ne serait-ce que si on nous donnait 1%, même si je pense évidemment qu'on est à plus à l'heure actuelle, on n'a pas du tout 1% du temps de passage dans les médias, mais il n'y a pas d'ailleurs que les sondages. Normalement, il y a justement il y a l'animation de campagne, et parlons-en de l'animation de campagne. Là, on est peut-être autant de personnes qu'il y avait pour les meetings de Nathalie Loiseau. Quand François Asselineau fait des meetings, il était hier à Bordeaux, il y a 650 personnes. Pas un média a fait la couverture. Le maximum, par exemple, du Dupont-Aignan, il a fait 200 personnes à Clermont. Les seuls, en fait, qui arrivent à faire des meetings de notre taille, donc, qui animent la campagne, c'est FI, et encore, ils n'ont pas beaucoup de monde à cette campagne par rapport à la présidentielle, et le PCF. Et les autres ont beaucoup moins de monde que nous. On a quand même 10 grands meetings à travers toute la France, plus une grande manifestation là, le 1er mai. Donc on est peut-être le parti qui anime le plus la campagne, et selon les critères du CSA, ça devrait faire qu'on est invité dans les médias, mais on n'est pas invité. Donc pour moi, il y a encore un blocage qui honnêtement est incompréhensible, si ce n'est une volonté délibérée de nous passer sous silence. On a vu sur LCI, il y a un truc dingue, il y avait un sondage, je ne sais plus, c'était IFOP ou Harris, ils ont montré toutes les listes au-dessus de 2%, sauf l'UPR, ils ont même montré le autre liste, parce que effectivement il y a toujours les autres listes dans les sondages, ils ont montré le autre liste à 2%, la seule liste qu'ils n'ont pas montré c'est l'UPR, donc dans ces cas-là, si c'est pas une volonté de délibérer, de le cacher, je sais pas ce que c'est. Donc nous évidemment, on travaille, on contacte les journalistes et on essaye qu'ils nous invitent, mais malheureusement, l'ouverture reste toute relative, et franchement depuis le débat du 4 avril, c'est scandaleux qu'on n'ait quasiment pas été invité, surtout quand on compare à des forces politiques qui sont bien moindres et qui sont beaucoup plus invitées que nous. Donc c'est encore malheureusement un problème. Une invitation à On n'est pas couché, donc là dans la campagne des européennes, actuellement c'est exclu. Je ne sais pas s'ils le font en fait, j'ai pas regardé l'émission, je ne sais pas s'ils font comme à la présidentielle, d'inviter tous les candidats, je suis pas sûr. Ceux qui sont, je sais que sur, mais c'est pas très regardé, sur Zemmour et Nolot, normalement ils sont censés inviter tous les candidats aux européennes, donc je pense qu'on passera sur Paris Première. Mais on n'est pas couché, je suis pas sûr qu'ils refassent ce format qu'ils ont fait à l'élection présidentielle. Alors, Florent Philippot a appelé à se réunir avec l'UPR et j'ai pas vu la réponse de l'UPR. Elle va peut-être arriver bientôt. Elle va peut-être arriver bientôt, mais disons que c'est un petit peu facile. Comment dire ? C'est un petit peu facile de proposer ça maintenant. Enfin, faut refaire un petit peu l'historique, parce que le problème, c'est qu'il aime bien se donner le beau rôle, et c'est ce qu'il tente d'ailleurs encore maintenant. Il faut savoir que si on l'écoute, en gros, sa vision complètement révisionniste de l'histoire, c'est de dire j'ai quitté le FN pour mes convictions, et grosso modo, là, je tends la main à l'UPR parce que je veux avant tout le Frexit. Et donc moi je mets mes intérêts de mon parti, mes intérêts personnels derrière moi pour l'intérêt de la France. Si on l'écoute, c'est ça. La réalité elle est complètement différente, puisque qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas quitté le FN parce qu'ils avaient changé de position, ils étaient déjà ambigus à l'époque, ils ne proposaient pas le Frexit, ils proposaient une renégociation, et surtout, ils avaient un référendum, et lui je sais qu'il regarde beaucoup les sondages, et il voyait que ça prenait pas. Et grosso modo, son gros problème, c'est que lui, c'est pas comme l'UPR, il doit avoir 2 ou 3 000 adhérents, et s'il perd des mandats européens, son parti est mort. Et donc c'est à ce moment-là, quand tu sais que son parti est mort, et en plus, vraiment à la toute fin, quand les listes quasiment sont déjà déposées, que là, il tend la main, il met dans le fait accompli en disant moi je veux pas ma boutique, je suis pour la France. Mais la vérité, encore, c'est refaire l'histoire, c'est pas pour la France, comme on avait tendu la main à l'époque, et qu'il l'avait refusé. Il le fait pour sa propre survie personnelle et pour sa carrière politique. C'est pour ça qu'il faudra peut-être le prendre à son propre jeu, quoi. Si ça, vraiment il veut faire ça pour ses idées, eh ben d'accord, mais tu suis exactement la charte de l'UPR et tu te mets 20e sur la liste. Non, le gros problème là-dedans, c'est que surtout, c'est différent. Parce que c'est un discours politique. Non, mais c'est différent d'intégrer les individus. Nous, on intègre les individus qui viennent, extrême gauche, extrême droite, etc. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'on a bien pris soin à annoncer les ralliements
France Insoumise et RN à quelques jours d'intervalle, justement pour dire qu'on va rassembler. Mais c'est complètement différent d'intégrer des individus quand on veut rassembler au-delà du clivage gauche-droite que de faire alliance uniquement avec un parti qui est considéré par 90% des gens comme l'extrême droite, parce que là ça nous met complètement sur le côté extrême droite de l'échiquier. Ça ne veut pas dire qu'on n'accueille personne de l'extrême droite chez nous, mais de faire une alliance unique avec un parti qui est considéré comme extrême droite, là le positionnement hors du clivage gauche-droite qu'on a depuis 12 ans, il vient plus, donc ça serait quelque part vouloir jouer du court terme par rapport à justement la proposition de l'UPR, c'est pas une lubie la proposition de l'UPR de rassembleur du clivage gauche-droite, c'est comme j'ai expliqué en prenant l'exemple avec la Constitution de 2005, c'est la seule façon qui nous permettra de nous libérer de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN, c'est de rassembler tout le monde là du clivage gauche-droite. Et donc si on fait alliance avec un parti considéré pas à tort ou à raison par 90% des gens comme d'extrême droite, c'est mort. C'est mort, c'est-à-dire que vous pouvez faire un meilleur score et cliver en mode rassemblement national, mais vous ne gagnerez jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est pas faire du court terme, c'est gagner. Maxime. On évoquait le cas Philippot. Est-ce que l'UPR a tenté récemment de joindre, de se rapprocher éventuellement de Dejan Kuzmanović, l'ancien responsable de la France Insoumise? Il y avait souvent piscine, On a tenté, mais comme nous, il y en a qui disent que l'UPR est sectaire, mais c'est pareil, lui quand il a quitté, ou même on peut parler de François Coq, on peut parler d'un troisième qui quittait récemment la NDM, qui a quitté la France Insoumise, d'un autre parti, parce qu'en plus ces gens-là, en plus sont l'émanation souvent d'un parti précédent, et donc bénéficient en plus d'une bienveillance des médias, ou en tout cas d'une représentation des médias bien supérieure par rapport à leur poids. Et malgré ça, l'UPR est le troisième parti de France en des adhérents européens, donc c'est une vraie force. Et nous, de toute façon, comme je l'ai dit, on a tendu la main et on continue notre chemin, mais c'est un peu facile à chaque fois de se considérer comme supérieur et de dire on fera mieux, et en fait ils vont à l'échec. Mais nous, on a la conscience tranquille, on a à chaque fois tendu la main. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on continuera à faire à toutes les personnes de bonne volonté et qui se battent vraiment pour leurs idées et pas pour sauver leur place. Et quand on dirait les adhérents, les militants. En plus. En plus. Oui. En parallèle de ça, et dans la continuité, est-ce que notre présence en Grande-Bretagne a véhiculé a posteriori une notoriété supplémentaire de l'UPR justement vers les élections européennes? Alors, en tout cas, au Royaume-Uni, c'était très émouvant. Pour ma part, j'étais là le 29 mars et je suis allé avec plusieurs personnes de l'UPR à la manifestation justement en faveur du Brexit juste avant. Et les Britanniques étaient très émus justement de voir des Français en faveur du Frexit et qui soutenaient finalement leur combat, puisque comme je disais que les médias étaient plus équilibrés au Royaume-Uni, il y a aussi des médias qui font de la propagande pro-européenne, et ces médias-là, ils répètent en gros à ceux qui ont voté le Brexit, c'est des vieux rétrogrades, xénophobes qui n'aiment pas les autres et qui veulent s'isoler. Donc ils étaient touchés, comme vous ne pouvez pas savoir, qu'il y ait juste des Français qui soient là pour les soutenir et qui voient finalement que l'Europe, c'est pas l'Union Européenne. Et donc ça, il était ravi, et on a noué évidemment des contacts avec plein, notamment les intervenants qui sont venus à notre réunion. On avait vraiment du beau monde, on avait des anciens ministres, des anciens députés, des gens du Parti conservateur, du Labour, de l'UKIP, etc. Donc on avait vraiment beaucoup de monde. Et d'ailleurs, il y en a, alors moi j'ai pas la liste des noms, je peux pas vous les donner, mais il y en a quelques-uns qui vont venir au 1er mai avec nous justement pour la manifestation. En remerciement de notre présence justement le 29 mars pour les soutenir pour le Brexit. Eux viendront avec nous pour appeler au Frexit en France. Donc c'est une raison de plus à ceux qui n'ont pas pris encore leur billet ou qui peuvent faire du covoiturage ou autre de venir le 1er mai. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des partis qui font campagne actuellement et qui sont pris en compte dans les sondages et qui n'arriveront pas à déposer une liste? Vous avez parlé du DI, il y aura peut-être Philippot, il y a aussi les listes Gilets jaunes. Et est-ce que ce sera avantageux pour l'UPR s'il ne dépose pas de liste? Alors, oui, il y en avait plein. J'avais déjà annoncé avant que Jean Lassalle ne pourrait jamais y aller parce que, d'ailleurs, malheureusement pour la démocratie, parce que c'est bien qu'il y ait des listes, des sensibilités différentes qui puissent se présenter. Mais il faut savoir que ça coûte très cher de se présenter à les élections européennes. C'est une liste nationale. Et nous, on a calculé grosso modo que entre justement France métropolitaine et Outre-mer,
ne serait-ce qu'en impression de, sans parler des affiches, mais c'est presque le plus cher, de bulletins de vote et professions de foi, il faut entre 650 000 et 700 000 euros. Donc il y a deux solutions. Il y a les partis qui sont sûrs de faire plus de 3%, souvent ils cherchent des emprunts bancaires, justement, parce qu'ils seront remboursés quoi qu'il arrive et donc ils y vont. Pour les autres, c'est plus compliqué. Et l'UDI, d'une part, je pense que pour eux, c'est difficile financièrement, parce c'est un parti avec que des élus, il n'y a pas d'adhérents, ils ont des contributions d'élus, ce qui fait quand même un peu de moyens, mais ils ne vont pas avoir beaucoup de dons d'adhérents. Mais l'UDI, surtout, je pense que c'est un parti très politicien, pour être. Et donc, ils voient les sondages et ils voient qu'ils n'auront aucun élu, donc je vois bien l'UDI taper à la porte au dernier moment de la République En Marche ou des Républicains pour proposer justement une liste commune, là aussi certainement pour les idées, pas pour sauver leur place. Et donc je vois bien proposer une liste commune, soit Républicains, soit LREM, et du coup qui ne se présenterait pas. Pour la liste des Gilets jaunes, je pense que je ne sais pas s'il y en aura une, et je ne sais pas quelle serait la légitimité de la liste des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est des Français qui viennent de gauche, qui viennent de droite, ils n'ont pas tous les mêmes idées, donc c'est un peu présomptueux de se revendiquer liste des Gilets jaunes. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une liste des Gilets jaunes en effet. Et voilà, je sais possible qu'il y a quelques listes qui, je sais que visiblement Benoît Hamon avait des difficultés de financement avec son parti. Donc on ne sait, moi je pense qu'il y aura une fine de 10 à 13 listes maximum. Est-ce que ce sera avantageux pour l'UPR s'il ne se présente pas, par exemple, pas de liste Gilets jaunes, est-ce que les voix vont se déporter vers l'UPR? Moi je pense que les Gilets jaunes ils sont, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi les 4 principales revendications étaient impossibles à mettre en œuvre sans Frexit, et je pense que notamment grâce à Étienne Choix et grâce à d'autres, il y en a de plus en plus qui se posaient des questions, parce que les Gilets jaunes au départ c'est parti d'une taxe soumise, des sympathisants, pas forcément des adhérents, mais sympathisants. Il y a des sympathisants de DLF qui sont favorables au Frexit. Et moi j'appelle tous ces gens-là, même si, entre guillemets, ils retournent dans leur chapelle après, si vous voulez que le Frexit soit au centre du débat, il n'y a pas 36 solutions, c'est une élection, c'est un tour, il n'y a pas de calcul de vote politique. Si vous voulez que le Frexit soit au centre du débat, et si vous voulez même que vos partis demain proposent le Frexit, pour que ce soit le cas, il faut que l'UPR fasse le score le plus important possible, puisque c'est si l'UPR fait un gros score que le Frexit sera au centre du débat et même que les autres partis s'empareront du Frexit. Comment il y a eu le Brexit au Royaume-Uni? C'est parce qu'il n'a jamais été en position de gagner pour le moment Nigel Farage. C'est parce que le UKIP était passé devant d'ailleurs aux élections européennes et qui faisait des scores, c'était pas des scores mirobolants, il faisait des scores de 6% aux élections générales, mais que ces 6% ça pouvait coûter les élections au Parti conservateur, où il y a dedans d'ailleurs, et il y a encore beaucoup de partisans du Brexit. Et donc pour se faire réélire, David Cameron, qu'est-ce qu'il a fait? Justement sous la pression et sous le fait qu'il y ait Nigel Farage au Parlement européen et qui n'arrête pas de parler de Brexit et qui poussait le Parti conservateur dans ses retranchements, David Cameron a fait un référendum justement, et s'est engagé à faire un référendum sur le Brexit, et il y a eu ce référendum, et c'est grâce à ça qu'il y a eu le vote et que le Brexit a gagné. Et c'est la même chose en France. J'invite tous les sympathisants, Rassemblement National, France Insoumise ou DLF qui sont pour le Frexit. C'est cette élection où il faut voter pour l'UPR plus que jamais, même si vous voulez que le Frexit progresse dans les formations politiques que vous préférez habituellement, même si, encore une fois, nous on a des désaccords de méthode, puisque, je l'ai déjà dit, on ne sortira jamais, on ne se libérera jamais de l'Union européenne, de l'euro par la gauche ou par la droite. Donc j'invite tous ces gens-là, et il y en a un certain nombre, à se mobiliser et à voter pour l'UPR aux élections européennes. Et Maxime? Est-il envisageable, à l'instar des autres petites listes, sans dénigrer quoi que ce soit, mais c'est malheureusement l'étiquette qu'on va nous coller, donc jouons avec les armes de l'adversaire, mais à l'instar des autres petites listes, comme peut le faire Nicolas Dupont-Aignan ou Florent Philippot, entre autres, d'accueillir en position éligible des personnalités publiques des Gilets jaunes, des personnalités pensantes du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est évoqué actuellement au Bureau national? Est-ce qu'il y a des négociations en cours avec certaines personnalités? Et est-ce qu'il y a une possibilité de voir quelqu'un comme Maxime Nicole, par exemple, ou Noué, ou je ne sais qui d'autre, sur la liste UPR? Alors, il faut savoir déjà, nous aussi, on a Zaman était gilet jaune, on a Juliette Borg qui était gilet jaune,
ceux qui sont allés chez Dupont-Aignan ou chez Florent Philippot, c'est pas les têtes de proue des Gilets jaunes. Et les têtes de proue des Gilets jaunes, justement, et nous on respecte ça, ils ne veulent pas, ils appelleront jamais publiquement à voter pour telle ou telle liste. Eux, ils disent qu'il faut voter tout sauf Macron, et ils continueront sur cette liste parce qu'ils tiennent à ce que le mouvement des Gilets jaunes soit politique. Donc les têtes d'affiche des Gilets jaunes, il y a effectivement Maxime Nicole, Yannick Bouet, Priscilla Ludowski ou François Boulot. Eux, ou Jérôme Rodriguez, ils ont tous dit qu'eux, ils n'appelleront pas à voter pour telle ou telle liste. Donc, a fortiori, ils ne vont pas aller sur une liste. Donc, effectivement, on a des gens qui sont des gilets jaunes, mais on ne met même pas en avant, enfin, on n'envoie pas Zaman sur les trucs en mettant un gilet jaune. Il y en a qui font de la récupération, nous, c'est pas notre cas. Il n'y aura pas de prise de guerre, entre guillemets, il n'y aura pas... Mais c'est, encore une fois, et ça se respecte, les grosses têtes de proue que j'ai citées des gilets jaunes, ils veulent tous justement rester apolitiques et ne pas s'engager, ne pas appeler à voter pour telle ou telle liste. Une figure de proue des gilets jaunes qui a pour le coup dit publiquement qu'il voterait pour nous, c'est Étienne Chouard. Même s'il n'était pas dans les gilets jaunes de la première heure, c'est quand même celui qui a inspiré les gilets jaunes, notamment pour tout ce qui est le RIC en toute matière, et lui, il a appelé à voter pour l'UPR. Oui. Ouais. Alors l'UPR, comme beaucoup de gens qui sont contre le système en place, est victime d'actes antidémocratiques. J'ai vu notamment qu'il y avait des appels par rapport à des sondages où ils demandaient pour qui ils votaient et l'UPR ne figurait même pas. Alors, c'était pas pour qui ils votaient pour établir, c'était de dire pour qui ils votaient, ça ils le demandaient, ils sont obligés pour le faire, mais c'était de dire la partie de quel parti vous vous sentez le plus proche. Ça effectivement, ils mettaient pas l'UPR, ils mettaient l'UPR, etc. Mais c'était pas pour qui vous votez. Oui, enfin, c'est quand même. Mais ça reste. C'est quand même assez hallucinant que le parti. Est-ce que l'UPR pense porter plainte contre tous les actes antidémocratiques dont il est victime, quoi. Parce que, on peut pas porter. Se faire un billet puis d'être connu médiatiquement si on gagne les procès, quoi. On peut pas porter plainte, surtout que les procès sont assez longs, mais ce qu'on a déjà fait, par exemple, c'est Nathalie Loiseau qui a inclus l'UPR parmi les gens qu'elle appelait extrême droite. On va porter plainte contre elle, et c'est d'autant plus fort de café quand on sait qu'elle-même était étudiante sur la liste du GUD, qui est l'extrême droite s'il en est, et qui veut après donner des leçons et placer les autres dans les cases extrême droite. D'ailleurs, François Asselineau a très bien dit, il y a une vidéo qui circule sur internet, s'il y a bien un parti d'extrême droite à l'heure actuelle en France, c'est bien La République En Marche. Quand on voit la gestion des manifestations et le caractère autoritaire du régime, s'il y a bien un parti d'extrême droite en France, c'est La République En Marche. Donc dès que l'occasion se présentera et dès que vous serez sûr de gagner, vous le ferez. Bah, c'est surtout, on va pas le faire à tous les coups, et puis on peut pas attaquer un institut de sondage. Il a le droit de sonder ce qu'il veut. Un institut de sondage, il n'est pas régi par des règles. C'est privé. Hein. Et par contre, du coup, il y a eu quelques militants de l'UPR qui ont eu la mauvaise surprise d'ouvrir les pages de l'Est républicain et de voir justement l'UPR classé en parti d'extrême droite. Et là, pour le coup, on a un droit de réponse en théorie. Oui, il y a un droit de réponse, il faut pas hésiter à écrire, et il faut pas hésiter à leur renvoyer. Il y a déjà le CSA qui avait repris C'est à vous de France 5 quand ils avaient classé l'UPR dans l'extrême droite. Ils leur ont dit justement que leur jugement n'était pas vrai, et il faut leur renvoyer aussi vers le classement du ministère de l'Intérieur qui classe l'UPR en liste divers. Vous pouvez classer en divers droite ou divers gauche, c'est-à-dire qu'ils nous classent en divers, donc c'est évidemment un scandale de nous classer comme extrême droite, et c'est basé sur rien, parce que ils peuvent, on les invite à lire notre programme et à trouver un seul élément d'extrême droite, mais ils peuvent encore chercher, hein. Ça fait 12 ans qu'on les invite à le faire. Mais il faut vraiment les faire. Est-ce que le CSA est également compétent en matière de presse? Non, pas pour la presse écrite. Presse écrite, il n'est pas compétent. C'est que l'audiovisuel. Oui, c'est uniquement l'audiovisuel. Parce que, bon, moi j'ai réagi, j'ai écrit à l'Est républicain, mais pas seulement, parce que c'est tout le groupe de presse, en fait. On l'a su par le document libéré. Et après, on a appris que le Républicain Lorrain aussi. Ils ont repris un truc copier-coller, ouais. Donc ils ont tous repris. Et c'est le même article en plus, hein, qui a été repris partout. Mais avec justement cette diffamation. Il faut les faire payer. Et aujourd'hui, j'ai pas eu de réponse de l'Est républicain. C'est un scandale. Je le refais, hein, mais il y a moyen je de vais se faire faire monter à Simon, qui l'a fait monter au national. Bon, après,
après, je sais pas quelle suite sera donnée. Non, mais ça se voit, puis bien sûr les droits de réponse, la presse ne le fait même pas voir la plupart du temps, ils votent en touche, Mais on peut même pas saisir le CSA. Non, le CSA n'est pas saisissable pour ce qui est de la presse écrite. Parce que c'est une insulte aussi pour les adhérents de se dire qu'on est raciste. Oui, c'est un scandale. C'est scandaleux. Il faut les faire payer. Ça fait les Brexiteurs de racisme. Oui, mais c'est ce qui est. Oui, c'est ça. Alors qu'il y avait des Brexiteurs qui venaient du Labour, il y avait des partis conservateurs, on avait oui de UKIP, mais pas que. Enfin, c'est effectivement l'amalgame général pour essayer de discréditer, sans parler jamais du fond et des arguments, parce qu'ils en avaient bien. Je vais revenir en fait sur le voyage que vous avez fait au Royaume-Uni pour fêter le Brexit. Comme le parti de Florent Philippot est sur le point d'imploser, et comme vous avez noué des contacts avec UKIP, je voulais savoir si vous alliez du coup retendre la main à Nigel Farage. Nigel Farage, il n'est plus chez UKIP. Il a quitté UKIP, justement, il a créé son parti qui s'appelle le Brexit Party. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu à l'UPER, parce que vous savez que UKIP était à droite, même très à droite, ce qui était son parti. Et lui, il a créé un parti justement pour essayer de rassembler tous les Brexiteurs. Et il y a même des gens du Labour qui l'ont rejoint pour aller au Brexit Party. Donc là, il est plus sur une optique de rassembler hors justement du clivage gauche-droite pour rassembler tout le monde sur le Brexit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, dans la liste du Brexit Party de Nigel Farage, il y a entre autres Lucy Harris qui était là, qui est intervenue lors de la soirée de l'UPR. Elle a rejoint le Brexit Party, elle sera candidate sur la liste du Brexit Party. Donc on a des contacts, oui, on a pas mal de contacts justement chez les Britanniques, entre autres des gens du Brexit Party, des gens du UKIP, des gens du Labour ou du Parti conservateur que des Brexiteurs. Donc on a des contacts dans pas mal de partis britanniques. Donc vous avez peut-être déjà une orientation, s'il y a des liens à faire au niveau des partis. Oui, de toute façon, il suffit même le Parti conservateur britannique, il est assez divisé. Il y a des gens qui sont pour le Brexit, d'autres contre, il n'est pas exclu que ces gens-là c'est dans deux parlementaires différents. Donc pareil pour le Labour et autres selon qui ils présentent. Donc il suffit d'un député d'un autre pays, et après il suffit d'agréger avec d'autres, mais il n'y a pas besoin d'avoir 15 ou 40 députés de chaque pays pour créer un parlement. Le minimum d'un groupe parlementaire, c'est quoi? Je crois que c'est 5 pays différents et plus de 15 ou 20 parlementaires. Il y a une règle. Il y a une règle assez stricte, mais Pays c'est pays plus nombre d'élus. Mais généralement, il y en a très peu qui sont non inscrits au Parlement européen. Ça se fait assez bien. Parce que tout le monde a intérêt finalement à le faire. C'est pas comme dans les élections nationales où là c'est beaucoup plus. On va pas faire le même groupe entre je sais pas, le Parti communiste et les moyens. Ça se fait plus au Parlement européen. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être. Allez, the last. Est-ce qu'en dehors de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, ce point de vue de l'UPR finalement fait aussi son école dans d'autres pays tels que la Belgique ou autres? Vous avez des retours à ça? C'est très compliqué selon les pays. Moi je connais bien les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal. Je sais que ne serait-ce que même l'euroscepticisme, ça n'existe quasiment pas. Alors des partis appelant à sortir l'Espagne de l'Union européenne ou au Portugal, ça n'existe quasiment pas. Donc c'est compliqué. En Belgique, il y a un tout petit parti, NIB, qui est sur cette démarche-là. Mais l'équivalent de l'UPR, honnêtement, à part au Royaume-Uni maintenant, parce que le UKIP c'était pas l'équivalent de l'UPR, c'est un parti très à droite. Maintenant avec le Brexit Party, certains rassembler plus large, c'est peut-être qui pourrait ressembler le plus. Il y avait les PAM en Grèce, mais qui a été justement infiltré et repris beaucoup moins sur cette orientation de sortie de la Grèce, libération de la Grèce de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc maintenant c'est plus pour ça. Donc, il n'y a finalement pas tant de partis qui sont exactement sur la même ligne. C'est pour ça que parmi les groupes parlementaires, ça sera un groupe parlementaire plus euro-lucide et avec des eurosceptiques que des gens qui sont pour la sortie. Parce que malheureusement, c'est pas forcément ce qui est le plus partagé ailleurs. Il y a beaucoup justement de gens qui sont pour une autre Europe aussi partout. C'est une véritable épidémie partout en Europe. J'étais d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais pour le week-end de Pâques, j'étais en Italie, entre autres vers Milan, et il y avait les affiches il y a 7 ans, et c'est de 1005 à 36 000. C'est assez énorme. C'est dommage, il est intéressant aussi. Ouais, après,
Ça arrive. On est plus près des 37 000 que des 36 000. On est plus près des 37 000. Et on les passera certainement avant le premier tour des élections. J'ai pas le premier tour, j'ai juste Oui, le tour, les élections. Juste une petite question. Oui. Ouais, toute fin. Si vous aviez un pronostic pour la... Parce que je pense qu'il faudrait vraiment que les Anglais sortent de l'Union Européenne, parce que ça ferait la bascule pour la France. Ah oui, moi je suis... Ouais. Et vous pensez que vous êtes optimiste là-dessus? Parce que moi je suis de moins en moins, mais... Non, moi je pense que ça arrivera. Pourquoi? Bon, déjà, s'ils vont jusqu'aux élections et qu'ils sortent pas avant, je pense que le Brexit Party sera en tête. Et le gros problème qu'ils ont, surtout, c'est que le parti au pouvoir, c'est le parti conservateur. Et le parti conservateur, le problème, ils ont une majorité d'élus qui sont pour le Remain, mais il y a eu des consultations au niveau local, 80% des adhérents du parti conservateur étaient pour une sortie sans accord. Donc en gros, Theresa May, elle va tuer son parti, c'est-à-dire que tous les gens du parti conservateur, la base, les militants, etc., ils vont tous aller au Brexit Party s'ils sortent pas là. Donc en gros, il y a même en interne, peut-être même des Remainers qui là aussi, pour leurs idées, vont vouloir sauver leur place, vont mettre la pression, et soit de toute façon le Brexit Party finira par remporter, soit je pense qu'il est plus probable, c'est en interne au parti conservateur, il va y avoir un putsch pour dégager Theresa May, ils vont peut-être mettre quelqu'un comme Michael Gove ou Dominic Raab ou Boris Johnson, et qui lui sortira le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Donc je reste confiant parce que les Anglais de toute façon n'accepteront pas qu'ils trahissent le référendum.